Est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu, si tu remontes dans ton enfance, de de tes premières questions, tes premiers questionnements spirituels? Non. Non, pas vraiment. Mon premier questionnement spirituel, parce que avant ça, avant 12 ans, je vivais les choses naturellement en fait. Il n'y avait pas de... C'est pas comme maintenant, de certaines familles. C'est vrai. Il n'y avait pas une sorte de poids de ah, il faut faire ci, ça. Non, les choses se faisaient naturellement. Il fallait faire la prière, ma mère nous a appris à faire la prière et tout, il fallait faire à l'heure. Ouais, des fois, on essayait de gruger en disant qu'on a prié alors qu'on n'avait pas prié ou des trucs comme ça. Mais la présence de Dieu, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est la même chose pour mes autres frères et sœurs, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu naturellement, sans pression. Voilà, il n'y avait pas de pression, quoi. C'était vraiment. C'était là. Et ma première question philosophique, c'est quand j'avais 12 ans, quand j'étais au Sénégal. Comme ça me fait penser au mot de Pascal, tu ne me chercherais point si tu ne m'avais trouvé. Exactement. Exactement. C'est une très belle formule de Pascal. Et, et c'est à l'âge de 12 ans euh, que je prends conscience de moi-même, en fait. Je sais pas si c'est la bonne formule. Mais la première des choses, c'est quand je quittais l'école ici, et j'étais parti rendre visite à mon prof de CM2 avec qui on était parti en classe de neige, et que j'aimais beaucoup, monsieur Thierry Jalra. S'il est encore vivant, je le salue. Il m'a beaucoup appris. Il m'a donné aussi beaucoup de coups de pied aux fesses. À l'époque, les instituteurs se permettaient plus de choses qu'aujourd'hui. Je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, hein. Mais des coups de pied aux fesses, ça, on en a reçu, hein. Et je garde beaucoup d'affection pour ce monsieur, mais je me souviens que quand j'étais parti le voir, il ne m'avait pas accueilli comme je souhaitais qu'il m'accueille. Et ça m'avait vexé. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, bah, j'étais là en train de dire à ma mère, faut absolument que j'aille voir mon prof et tout. Je lui dis tout le temps parce que c'est mon prof, quoi. Et donc on est dans cette sorte de... Je vais revoir mon prof, quoi. Alors je suis au collège. Et donc je le vois, bon, il m'accueille, mais c'est pas à la hauteur de ce que je voulais, quoi. Et donc j'en ressors un peu vexé. Et ma mère dit, elle m'a dit, c'était la première fois que je voyais Ousmane vexé. Parce que moi, ça passait, quoi. On pouvait m'engueuler, me prendre la tête, j'oubliais vite. Et c'était la première, elle le dit jusqu'à présent, elle dit, c'est la première fois que je vois Ousmane prendre la mouche. Et donc c'est juste après ça, quelques semaines plus tard, que je pars au Sénégal. Et donc c'est au Sénégal, à la Brousse, dans le village de Yafera, où j'apprends des nouvelles choses sur l'islam, et tout, etc. Mes connaissances augmentent, que je me pose mes premières questions philosophiques. J'essaie de savoir qu'est-ce qui... en- euh, j'essaie de savoir si j'étais vraiment croyant. Parce que je ne savais pas c'était quoi être croyant. Euh, Qu'est-ce qui te prouve que tu es croyant, quoi? Et je me torturais l'esprit la nuit et tout, à me prendre la tête. Qu'est-ce qui fait? T'as la foi ou pas la foi et tout, etc. Parce que j'allais tout le temps à la mosquée, je revenais, j'allais à l'école arabe, j'étais devenu ami avec mon professeur, qui me prenait sous son aile. J'apprenais plein de choses. Puis il y avait la brousse, la nature, j'étais beaucoup plus proche. C'est là-bas que j'ai appris à aimer la lune. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans le village. Et quand il y avait la pleine lune, c'était clair, quoi. Et donc je restais des heures dans la chambre à regarder la lune, quoi. Ma grand-mère en avait peur, même. Elle disait que c'est pas normal qu'un enfant reste comme ça tout seul dans le noir à regarder la lune, pas sortir jouer avec les enfants et tout, etc. Et donc c'est dans cette période-là que je me posais la question, qu'est-ce qui fait que tu es croyant? C'est quoi la preuve, quoi? Et puis la réponse m'est venue comme ça au bout de quelques jours ou quelques semaines, je sais plus. Mais il me dit, mais t'es bête. Si t'étais pas croyant, tu te poserais pas la question. Et c'est comme ça que je me suis débarrassé de cette question existentielle qui me torturait l'esprit, quoi. Donc voilà un peu le premier questionnement. Donc une recherche d'absolu, quoi. Ouais, D'aller au fond au fond des des choses. choses. En fait, c'est la conscience. Je prenais conscience euh, de ce que je vivais déjà, en fait. C'est que je le vivais naturellement, je ne posais pas de questions.
Et puis, bah, c'est ça, d'ailleurs, la conscience et la science, quoi. C'est, on vit les choses naturellement, puis ensuite, on se pose la question sur la nature des choses que l'on vit, pour comprendre. Donc, c'est un peu l'âge, on va dire, le début de la maturité. Donc, voilà un peu l'ambiance dans laquelle je vivais. Et comment s'est passée ta découverte de l'Afrique à cet âge-là, la première fois que tu y vas? Bah, c'est un mélange de liberté et de tristesse. Et aussi choc culturel, quoi. La première fois que je viens à Dakar, déjà Dakar n'était pas aussi construit que maintenant. Donc là, j'y suis retourné, là bah, j'en reviens là. Dakar a changé, quoi. C'est beaucoup mieux construit. Bon, il y a encore des choses à faire, mais beaucoup mieux construit. Alors que quand moi je suis arrivé, je suis choqué par le côté urbain. J'étais arrivé à Grand Yoff. Alors Grand Yoff, c'est pas non plus la ville la plus fameuse. Et donc je suis un peu décontenancé par l'environnement. Mais assez rapidement, je m'adapte, quoi. Bon, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc je vois aussi ma grand-mère, elle soit ici, que Dieu lui accorde son paradis. Et je suis avec mon père. Donc ensuite on part au village, en voiture, super long. Et je vois le paysage aussi. Donc ça aussi, ça m'interpelle. Et ensuite on arrive au village, je vois tout le monde qui court après, qui me tient dans ses bras, quoi. Les grands-mères, les mamas, tout le monde me prend. Oh, Ousmane Timéra, Ousmane Timéra. Ousmane Almam Timéra, parce qu'on donne le nom de mon père ensuite. Et donc je vois ma grand-mère paternelle aussi là-bas, qui s'appelle aussi Soirée Moussa, que Dieu lui accorde son paradis. Et c'est elle qui va s'occuper de moi pendant 3 ans là-bas, pendant mes 3 années. Et puis il y a un air de liberté. Parce que je sors quand je veux. En France, je sortais pas comme je voulais. Eh oui. À Paris, ma mère et mes parents ne voulaient pas qu'on sorte dehors, contrairement aux jeunes générations après. Mais nous, on sortait pas, quoi. Et il y avait quand même des règles. On respectait les règles, quoi. Sinon c'était chaud. Et donc on est à Fera, voilà, quoi. C'est tout l'espace qui est pour moi, quoi. Donc je me souviens que je jouais souvent au foot, j'allais souvent à la mosquée, on courait après les poules, parce qu'on devait aller rattraper les pots pour les mettre dans leur poulailler. Et donc du coup, c'était des courses effrénées, parce qu'une poule, ça court dans tous les sens. Et ça m'a marqué, on rigolait bien avec les cousins. Après, il y a eu l'école arabe. Déjà, je faisais un peu l'école arabe ici, la mosquée de Polonceau, qui a été détruite récemment. Donc j'étais souvent premier de la classe dans ce genre de domaine. En fait, je suis souvent premier de la classe dans les domaines qui me plaisent. Quand ça me plaît pas, t'as beau chercher, je le ferai pas, quoi. Et donc, quand je suis arrivé à l'école arabe, au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai rapidement été premier. Et je voyais les livres en arabe et j'avais envie de les lire et je ne savais pas les lire. Et je me demandais, c'est comme avec l'anglais, hein, sauf que j'aime moins l'anglais que la langue arabe. Je me demandais, est-ce qu'un jour j'arriverai à déchiffrer? Et donc je me revois évoluer, en fait, en train de déchiffrer petit à petit. Et mon professeur Omar Sankaré était quelqu'un de très gentil, très attentif. Et en fait, comme à l'école arabe, on parlait que arabe, en fait. Donc rapidement, j'ai appris à parler arabe là-bas. C'est comme ça que j'ai appris à parler, en fait. Durant les 3 années. Et ensuite, je vais découvrir, donc ça c'est l'aspect spirituel, sportif et autres, culturel aussi. Les gens étaient étonnés que je parle le soninké. Parce que d'habitude, les enfants qui sont nés en France, quand ils partaient, en fait, ils comprenaient que dalle, en fait. Et j'étais l'un des premiers, j'étais même le premier, en fait, à arriver là-bas et à parler soninké. Donc du coup, on ne pouvait pas me médire ou me dire des choses
que je comprenais pas, quoi. C'était pas possible. Donc ils étaient très étonnés. D'ailleurs, ça m'étonnait qu'ils soient étonnés. Et ensuite, je vais cultiver une expérience spéciale. Ah ouais, l'agriculture, laisse tomber, quoi. Ah oui, t'as fait de l'agriculture? Ah ouais, j'étais paysan. Ah ouais, c'est mon premier métier, Ah entre ouais. guillemets. Comment Donc ça s'est passé? Ah, c'était dur, hein. Il y avait des ampoules aux mains et tout, les bras me faisaient mal. C'est un rude boulot. Parce que là-bas, en fait, ils travaillent vraiment à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas de machine, ils n'utilisent même pas là, ni le bœuf, quoi. Genre, ah non, non, faire à la main, avec une houe et tout. Et se baisser le dos sous le soleil, c'est dur. C'est très dur. Et quand on fait ça, on peut faire tous les métiers après, hein. Bien sûr. Ah ouais, hein. Et, tu peux... C'est pour ça, là, souvent, quand les Africains qui viennent de cette région-là, et ailleurs d'ailleurs, arrivent en France, ils font des durs métiers. Mais comparé à ce qu'ils ont fait quand ils étaient au bled, C'est rien du c'est tout. supportable. C'est supportable. Parce que ça forge le caractère, quoi, et l'endurance. Mhm. Et j'imagine, parce que j'ai aussi eu des expériences, peut-être pas aussi difficiles que celle-ci, mais en agriculture, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est propice à la méditation, à se poser le rapport à la nature, au travail, à la culture. On se pose beaucoup de questions. Je trouve que ça éprouve dans un sens où moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses aussi. Je ne sais pas si ça a été un peu la même chose pour toi ou si tu as retenu que la douleur physique. Pas forcément, parce qu'au fond, c'est ce qui manque un peu, en tout cas là où j'ai été, on n'encourage pas au questionnement souvent. Oui. Donc si on se questionne, c'est... On voit, bon, ben, la plante, elle sort, bon, mais si ce n'était mes réflexions coraniques, je ne me poserais pas ce genre de questions. C'est le Coran qui va me pousser à me poser ce genre de questions. Mais c'est pas avec le tonton qui va te fouetter au moindre faux pas, quoi. Parce qu'après un moment, j'ai aussi goûté un bâton là-bas. Ah oui. Pas tout La le temps, ouais. chicotte. Ouais, la chicotte, ouais. Ça, c'est des éléments qui m'ont forgé aussi. Ils m'ont beaucoup forgé. Mais c'est un aspect que j'ai pas apprécié là-bas, où on respecte pas la personne humaine. Oui, c'est vrai. C'est que c'est vite Ça fait ressort quand souvent. on gifle n'importe qui, on frappe n'importe comment, on discute pas assez. Et pour nous, c'est ça, en fait, éduquer. Pour eux, éduquer, c'est à la dure, quoi. Moi, par exemple, mon père était pas du tout comme ça, quoi. Plutôt, on discute, on parle et tout. Bon, quand il faut chicoter, on chicote, mais on chicote pas à la ouf, quoi. Et c'est pour ça que ma mère était plus sévère que mon père. Mon père disait que non, ils sont capables de comprendre, il faut leur parler. Ma mère aussi parlait beaucoup, discutait beaucoup avec nous. Mais il y avait aussi le bâton, là. Donc du coup, il y avait un petit équilibre, quoi, entre les deux. Alors qu'en Afrique, au village, quand on était les grands, c'était normal qu'ils tapent les petits. Et le petit, en grandissant, savait qu'il allait frapper le fils de celui qu'il a... Ouais, Il se voilà. venge après. Ah ouais, mais c'était comme ça, quoi. Donc du coup, ça, c'est un aspect que j'ai pas apprécié. Mais ça m'a forgé. Ça m'a forgé le caractère et l'endurance. Et aussi peut-être ce côté un peu rebelle que tu as, à ne pas, à justement toujours vouloir t'émanciper, te poser des questions, Sans doute, résister. sans doute, mais ça, je crois que je l'avais déjà avant. Tu l'avais déjà avant. Je l'avais déjà avant, notamment à l'école, parce que je posais tout le temps des questions. Donc quelqu'un qui pose des questions, c'est qu'il a vu la limite de la chose, et donc il veut savoir ce qu'il y a derrière. Ça ne plaît pas souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarquait, on dit ouais, les enfants de France, ils posent tout le temps des questions. Alors qu'on habitue les jeunes là-bas à pas poser de questions. Mais tu suis, c'est tout. Et moi, je disais tout le temps pourquoi. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi pas autrement. Pourquoi il faut dire ça et pas comme ça. Et bon, on me pardonnait parce qu'on voyait que j'étais un Francine Callemé, quoi, un enfant de France. Mais quelquefois, ça pouvait énerver. Et voilà, mais ça m'a appris à pleurer. C'est la première fois que je pleurais là-bas.
Quand mon père est parti, il m'a laissé tout seul là-bas, j'ai pleuré comme un je sais pas quoi là. Ouais, c'est la première fois que je pleurais sans me faire frapper. Les larmes coulaient tout seul et ça m'a appris. La tristesse a creusé mon cœur. Et donc du coup, ça m'a poussé à écrire là-bas. J'écrivais beaucoup. Donc, c'est la deuxième étape au fait. Euh, euh, j'ai appris à apprécier à lire